Bonjour mesdames et messieurs, je suis Anissé Ira, étudiant en sociologie technique à l'Université technique de Berlin. J'ai été étudiant en droit à l'Université de Bouaké 1 et compte tenu de la crise, j'ai été obligé de me retirer sur Abidjan, d'où je me suis envolé pour Berlin. Je suis depuis 6 ans à Berlin, où j'ai d'abord pendant près d'1 an et demi appris la langue et j'ai intégré l'Université technique de Berlin où je suis des cours en sociologie technique. Et par la grâce de Dieu, d'ici la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, je pourrai obtenir mon diplôme et pouvoir véritablement l'évaluer sur le terrain. Mais c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui que de pouvoir, par le biais de Africa Conversation, de pouvoir vous entretenir sur un sujet qui pour ma part est très important, parce qu'il est écœurant, il faut le dire, mais il est réel. C'est pourquoi aujourd'hui je crois que nous ne devons plus parler de choses avec retenue, mais il faut être concret et conséquent dans ce que nous faisons et disons. Une réalité est que chacun de nous a un parti pris en ce qui concerne les différents partis politiques qui existent dans nos pays. Mais il faut reconnaître que dans l'ensemble, ils ne sont pas tous des anges. C'est la raison pour laquelle je ne tiens pas à critiquer un parti politique précisément aujourd'hui, mais je tiens à dire que le système de gestion existant dans nos pays, en Afrique, n'est pas bon. Il n'est pas bon en ce sens qu'il n'est pas basé sur la promotion des connaissances individuelles et mutuelles que nous possédons, mais il est basé sur une capacité d'enrichissement d'un groupe au détriment de l'autre. Il faut que nous sachions que le plus important, c'est que lorsqu'un gouvernement est mis en place, il est alors partagé en différents ministères qui sont chacun chargés de gérer une partie de la société et de gérer les problèmes qui touchent cette partie de la société. Mais ce que nous remarquons, c'est que nos ministres, dès qu'ils prennent poste, dès qu'ils prennent position, cherchent d'abord à savoir où sont les comptes du ministère et à savoir dans quel contexte ils peuvent envoyer leurs enfants jouir des fruits de la sueur, du front de la population. Je dis la population, pourquoi? Parce que je suis né dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et quand je suis né à l'âge de 10 ans ou 11 ans, je ne m'en souviens plus véritablement, passait toujours un générique à 11h30 lorsque la télévision s'allumait chez nous. Je puis encore retenir une phrase, celle qu'on disait à la fin de ce générique. C'est que le succès de ce pays, c'est comme ça qu'il le disait, le journaliste qui le disait, en parlant de la Côte d'Ivoire bien sûr, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais lorsque je suis arrivé au lycée, j'ai pu me rendre compte que l'agriculteur, celui-là même grâce à qui le pays vivait et pouvait fonctionner et pouvait s'exprimer dans le monde actuel, était celui-là même qui était le plus misérable de la société. C'est un problème qui m'a écœuré lorsque j'ai été un jeune homme consciencieux. Je pouvais comprendre que le cordonnier, qui peut-être n'ayant pas de chaussures, parce que chacun à son niveau est cordonnier, pouvait vivre mal dans la société. Je pouvais comprendre que la couturière, parce que chacune de nos mères a appris quand même à travailler avec une aiguille, n'ayant pas de clients ou de clientes, n'a pas pu avoir d'argent. Mais je ne pouvais pas comprendre que le succès d'un pays repose sur l'agriculture et l'agriculteur, qui est celui-là même qui est le poumon de ce succès, soit malheureux. C'est un problème qui m'a écœuré. C'est un problème qui, lorsque j'ai intégré le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a été un sujet pour moi. Mais mes camarades de lutte ont trouvé que nous devons nous battre pour la survie du parti. Ce que nous avons fait évidemment. Mais ce problème m'a toujours rongé. Oui, il m'a toujours rongé. Et voilà pourquoi je suis heureux aujourd'hui. Je suis heureux et je le répète, que Africa Conversation me donne véritablement l'occasion d'en parler. Il faut que nous puissions donner à ceux-là même qui sont les poumons du développement de nos pays
les possibilités de jouir de ce développement-là qui nous apporte. Certains de nos parents ont eu l'opportunité en leur temps d'étudier en Europe. Mais c'est parce que le cultivateur produisait du café ou du cacao. C'est parce qu'il produisait de la banane et de l'ananas. Nous avons eu un premier président, feu son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Nous étions tous fiers de lui. Oui, il a envoyé certains de nos parents en Europe étudier les sciences modernes. Il a permis à certains aujourd'hui de pouvoir s'exprimer dans le monde. Mais il faut reconnaître une chose. Nous avons chanté Houphouët-Boigny et nous avons oublié celui-là même. Par qui Houphouët-Boigny a permis à certains d'aller en Europe étudier? Le cultivateur, le planteur, qui était perdu dans un campement, qui a été toujours spolié et qui n'a jamais tiré bénéfice de ce qu'il produisait pour toute une nation. Mesdames et messieurs, je parle de ce problème aujourd'hui pour qu'ensemble nous en prenions conscience. Pour qu'ensemble nous voyions dans quel contexte nous pouvons permettre à nos planteurs, à nos cultivateurs, qui sont ceux-là même qui nous ont permis de vivre jusqu'à aujourd'hui et qui nous permettent de vivre, d'avoir une situation convenable. Mais en même temps, je ne vais pas me limiter aux cultivateurs. Il y a beaucoup de couches sociales. Parce que le cultivateur produit, mais il y a d'autres couches qui, à leur niveau aussi, apportent leur connaissance à la société. J'aimerais bien que nous nous asseyions, que nous réfléchissions ensemble sur les moyens pour que ces différentes couches sociales qui constituent l'ensemble qui est la nation puissent chacune à leur niveau bénéficier du fruit, je le dis, du fruit de la sueur de leur front. Parce que ces ministres que nous avons, ces directeurs de société que nous avons, ils ont des connaissances modernes, scientifiques, philosophiques, sociologiques. C'est vrai. Ils jouent un rôle important dans la société. Ils peuvent parler pour la nation devant les nations étrangères. Ils peuvent planifier, parce qu'en tant qu'étudiant, je sais ce que cela signifie, c'est ce que nous faisons à l'université. Nous avons une capacité d'analyse plus grande. Mais notre capacité d'analyse, chers grands frères, chères grandes sœurs, vous qui occupez des postes de responsabilité, notre capacité d'analyse ne doit pas être celle-là qui nous permet de spolier toute une nation. Mais notre capacité d'analyse doit être celle-là qui nous permet de nous asseoir avec ceux qui produisent les fruits pour la nation et leur montrer les voies dans lesquelles ils peuvent produire plus pour que nous ayons une nation plus grande. Je suis aujourd'hui en Europe. Je suis un homme aigri. J'étais en Côte d'Ivoire. Pour moi, je peux le dire, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où le blanc n'était pas un dieu, c'est vrai. Mais néanmoins, j'avais du respect pour l'Europe. J'avais du respect pour l'homme blanc. Je continue même étant en Europe d'avoir du respect pour l'homme blanc parce que c'est un homme comme moi. Mais j'ai fini par me rendre compte que étant étudiant, qui n'a parlé toute sa vie, je veux dire 26 ans de ma vie que le français est ma langue maternelle, je n'ai eu que 1 an et demi pour apprendre l'allemand, pour entrer à l'université technique. Je vous dis université technique parce que je suis un homme de lettres. J'ai fait un bac A. Mais je suis entré dans une université technique. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis arrivé à un niveau où des Allemands qui sont nés allemands dans une société allemande, qui n'ont que cette langue, ne peuvent pas arriver. Pourtant, nous avons commencé ensemble. C'est une preuve que le noir n'est pas maudit, mais le noir a une capacité. Une capacité innée en lui de produire et de créer, mais il ne la met pas en valeur. Voilà pourquoi j'interpelle chacun de nous. Parce que je sais que, étant ministre, étant directeur, étant à des postes de responsabilité, vous êtes des hommes et des femmes qui ont étudié les sciences modernes. Je le répète encore une fois, et je l'ai dit, vous avez étudié les sciences modernes, vous êtes des intellectuels, je respecte vos capacités. Mais ce serait un honneur pour moi de savoir que j'ai des intellectuels qui m'ont dévancé et qui ont la capacité aujourd'hui d'asseoir un peuple
et de trouver avec ce peuple quelles sont les solutions pour que nous sortions véritablement de ce marasme dans lequel nous vivons. Je ne dirais pas marasme économique, parce que j'ai toujours trouvé cette expression fausse. Oui, pourquoi fausse? Parce que nous parlons de marasme économique lorsqu'il n'y a rien. Mais une réalité est que chaque année, la Côte d'Ivoire produit plus d'1 million de tonnes de cacao. Nous sommes parmi les pays les plus grands producteurs de café. Nous sommes avec le Cameroun les 2 plus grands producteurs de bananes. Nous sommes parmi les pays les plus grands producteurs d'ananas. On ne peut donc pas parler de marasme économique. Du moment où ces produits ne restent pas dans nos mains et ne pourrissent pas, nous les vendons. Cela signifie que chaque année, nous avons l'assurance que de l'argent rentre. Pourquoi alors parler de marasme économique? Je n'en parlerai pas. Mais je parle de ce marasme intellectuel dans lequel nous vivons. Et c'est ce marasme intellectuel que j'aimerais bien que nous balayions du revers de la main. Que nous nous asseyons et mettons véritablement sur la table nos compétences réelles que nous avons. Je voulais bien m'asseoir aujourd'hui devant vous et vous lire une liste des inventeurs noirs qui ont existé dans ce monde. Je suis dans une salle avec de la lumière. C'est parce que Latimer a trouvé la lumière un jour. Aujourd'hui, on peut laver des habits dans des machines à laver. C'est parce que Granville et les autres les ont inventés. Aujourd'hui, on peut traverser la route sans crainte à cause des feux tricolores. C'est parce que des hommes noirs les ont inventés. Ce qui signifie que nous avons les compétences. Notre cerveau n'est pas plus petit que les autres. Il est non plus pas plus grand que les autres. Nous avons les mêmes compétences et les mêmes qualités. Pourquoi alors sommes-nous à la traîner? C'est parce que nous l'avons décidé. C'est parce que nous avons un peuple qui est prêt à travailler. Mais il a une tête qui est, elle, prête à tout briser. Il faut que nous prenions conscience de ce que nous représentons pour une société. Nous ne sommes pas la force de la société, parce que la force de la société existe déjà à travers, pour la Côte d'Ivoire, ses cultivateurs et ses planteurs et les autres couches sociales. C'est la force de la société qui est là. Parce que c'est de là que nous tirons les ressources nécessaires pour tout un peuple. Mais nous sommes la tête de la société qui doit permettre à toutes ces couches sociales de pouvoir gérer sa force, de pouvoir lui donner un ZEPS, je ne le dirai pas en allemand, excusez-moi, de pouvoir lui donner un self-control, c'est-à-dire un contrôle de soi-même. C'est ce que nous représentons, la tête de la société. Nous ne sommes pas des intellectuels juste pour être des intellectuels dans des agoras et des débats. Mais nous sommes des intellectuels pour construire une société. Je l'ai dit avant de commencer mon intervention. C'est un problème écœurant. Il est dégoûtant lorsque nous en parlons. Lorsque je m'assois devant des amis allemands, je défends mon pays avec vaillance parce que je l'aime. J'ai juré de ne pas prendre une autre nationalité parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire m'offre en retour? C'est ma question. Je ne l'abandonnerai jamais. Ça, il faut que la Côte d'Ivoire le sache. Je serai toujours là pour elle. Mais qu'est-ce qu'elle m'offre en retour? Je ne demande pas d'avoir 1 million de francs CFA sur mon compte chaque mois. Non. Mais je demande juste que la Côte d'Ivoire, parce que lorsque je dis la Côte d'Ivoire, je parle de sa tête. C'est-à-dire les intellectuels que nous sommes, qui avons des postes de responsabilité et qui avons pour responsabilité de gérer le pays. Ce que je vous demande en retour, c'est de mettre les moyens nécessaires sur pied. Les moyens nécessaires, je vous en prie, pour que le pays puisse avancer. J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, un ami togolais qui me disait, oh, mais quand on compare la Côte d'Ivoire au Togo, au Burkina et tout, vous êtes bien au Fobania beaucoup fait. Je dis oui. Oui. Mais ça, c'est quand on compare la Côte d'Ivoire au Burkina, qui est un pays enclavé. Le Burkina aurait eu un port. Vu
la façon dont les Burkinabés travaillent, je ne crois pas qu'ils seraient à ce niveau-là. Il faut le dire. C'est parce que c'est un pays enclavé que nous les dépassons. Mais nous avons toutes les potentialités qu'un pays puisse avoir. Nous avons des hommes vaillants qui travaillent la terre pour produire des richesses de la terre. Nous avons des hommes qui ont fait les universités les plus prestigieuses de cette terre et qui ont les capacités de développer la production afin que nous soyons autosuffisants. Pourquoi alors se comparer au Burkina, un pays enclavé? Pourquoi ne nous comparons pas donc à l'Égypte, qui est un pays africain, il faut le dire, ou bien au Maroc, qui est aussi un pays africain, il faut le dire, mais qui ont atteint un niveau que nous n'avons pas atteint. Je ne veux pas dénigrer le Maroc, mais le Maroc n'a ni café ou cacao. Je sais que la plus grande production du Maroc, c'est les tomates. Oui. Oui. Mais pourquoi a-t-il atteint ce niveau et nous pas? Nous avons les moyens. Nous avons les moyens. Dépassons nos volontés personnelles de vouloir paraître, de vouloir être celui-là qui roule la plus grosse voiture, de vouloir être celui-là que tout le monde salue au village. Dépassons notre orgueil personnel et pensons à toute une nation. La prise de conscience ne doit pas venir du bas, parce que le bas a déjà pris conscience lorsqu'il produit son café et son cacao. Lorsqu'à son niveau, il produit des richesses pour le pays. Mais la prise de conscience doit venir d'en haut. J'ai suivi un débat sur TV5 où la jeune dame disait qu'en France, s'il faut enseigner quelque chose à quelqu'un, c'est plutôt à ceux d'en haut. Et le journaliste lui demandait pourquoi. Et elle lui disait, mais vous savez quoi? Ceux qui sont dans les banlieues, ils savent comment ça fonctionne dans les banlieues et ils savent comment ça fonctionne en haut. Mais ceux d'en haut savent comment ça fonctionne en haut, mais ne savent pas comment ça fonctionne dans les banlieues. Oui, c'est très important que celui qui est en bas, qui sait déjà comment ça fonctionne en haut et qui sait comment ça fonctionne à son niveau, elle sache aussi que celui qui est en haut sache comment ça fonctionne à son niveau, mais en même temps au niveau de celui qui est en bas. Parce que notre problème c'est celui-là. Nous ne savons pas comment est-ce que la deuxième classe vit. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas l'aider. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous asseoir avec elle. Pour pouvoir ensemble trouver une plateforme sur laquelle nous allons construire un pays plus beau et plus grand. Un pays grand, ça ne veut pas dire dépasser les 322 000 km². Mais un pays grand, c'est un pays qui s'exprime dans le concert des nations, avec les richesses qu'il a. J'ai eu une discussion avec un confrère qui me disait, il n'y a pas de comparaison avec la France ou l'Allemagne. Ce sont des pays riches. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit parce qu'ils produisent des véhicules. Est-ce que tu sais combien de véhicules la France vend par an? J'ai ri. Mais j'ai compris quelque chose. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Je suis en Europe. Si j'étais en Côte d'Ivoire, on m'aurait dit ça, je l'aurais cru. Je suis en Europe. Je sais comment ça fonctionne avec les voitures. BMW, il n'y a que 2 ans, a sorti une nouvelle gamme qu'elle n'a pas vendue et qui a disparu. Le commerce du véhicule ne fonctionne plus bien. On a même créé le leasing. En Europe, on sait ce que c'est. En Afrique, on ne sait pas. Le leasing, c'est prendre un véhicule, payer une certaine somme par mois. Oui, une certaine somme par mois. Et lorsque vous ne voulez plus du véhicule, vous le rendez à la société. Mais imaginez si tout le monde rend son leasing. De quoi va vivre alors BMW ou bien Renault ou Peugeot? Mais une réalité est que lorsque nous produisons nos 1 million de tonnes de cacao, nous les vendons. C'est une richesse sûre. Ce n'est pas une richesse basée sur des statistiques. Voilà pourquoi je ne comparerai pas ces deux nations. Oui, le système d'enrichissement de ces nations, nous les connaissons tous, nous ne pouvons pas les dire parce que nous n'avons pas les preuves palpables, mais nous savons comment ça fonctionne. Oui, nous avons des richesses sûres, des richesses qui se vendent, des richesses qui apportent de l'argent. Les autres vivent avec des richesses qui sont basées sur des statistiques. Oui, qui sont basées sur des statistiques. Vous, à ma place, auriez-vous choisi une richesse basée sur des statistiques ou une richesse sûre? Ou je sais qu'aujourd'hui, je travaille, je fais un commerce,
je reçois mon argent directement, ou je travaille, je fais un commerce et je me base sur, ok, si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est ça la statistique. Chers frères, mon intervention a été longue. J'espère seulement que vous avez retenu quelque chose. Parce que ceux auxquels je me suis le plus adressé ce soir, c'est ceux-là même qui sont à des postes de responsabilité. Je le dis encore, vous qui êtes ministre, vous qui êtes président, vous qui êtes directeur de société, vous qui êtes à la tête de différentes entreprises de société, c'est à vous que je m'adresse. Parce que vous savez comment ça fonctionne à votre niveau. Vous savez comment renflouer vos comptes. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas d'où viennent ces richesses qui renflouent vos comptes. Plus vous donnerez la possibilité à ceux-là qui renflouent vos comptes de produire plus, vos comptes grossiront. Mais si vous continuez dans la voie que vous avez commencé, vous n'aboutirez à rien. Parce que si ceux d'en bas finissent par se rendre compte, oui, de la magie que vous exercez présentement, ils vont vous demander des comptes, ils vont bloquer, et alors qui serez-vous? Réfléchissez à l'avenir. Parce que nous, n'ayant pas de poste, vous direz peut-être, oh, c'est des jeunes frères qui, comme ils ne sont pas encore là, ne comprennent pas. Non, nous avons déjà été là. Parce que nous avons eu des oncles, des tantes, des papas, des mamans, qui ont été déjà à ces postes de responsabilité. Et à travers eux, nous avons déjà été là. Et nous savons comment est-ce que ça fonctionnait. Nous savons quelle fin cela a eu. Voilà pourquoi je vous le dis aujourd'hui. Faites un mea culpa. Oui, faites un mea culpa de l'analyse. Oui, de l'analyse que vous avez mis sur pied pour pouvoir spolier tout un peuple. Et revenez sur la scène, parlez à votre peuple et dites-lui que vous voulez discuter avec lui. Et ensemble, trouvez les nouvelles voies du développement. Vous serez des héros. Je vous le dis, vous serez des héros. Parce qu'une réalité est que nous croisons ces enfants des anciens chefs d'État ici en Europe. On se voit. Les parents étaient super milliardaires. Mais quand le père n'est plus là, le pays où l'argent a été déposé, l'argent est bloqué. Qui va le revendiquer? Et les enfants travaillent avec nous ici, dans les mêmes sociétés. Nous ne sommes pas des enfants des milliardaires, mais on se croise. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, vous le faites peut-être pour vos enfants, mais vous ne le faites pas bien pour eux. Vous le faites peut-être pour votre peuple, mais vous ne le faites pas bien pour eux, parce qu'ils en souffriront plus qu'ils n'en bénéficieront. Essayons ensemble de nous asseoir et de réfléchir sur de nouvelles stratégies de développement pour notre peuple. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Je ne pourrai jamais oublier cette phrase. Je mourrai même avec, parce que c'est une réalité. Voilà pourquoi, chers compatriotes, vous aussi qui êtes en bas, qui jusqu'à aujourd'hui avez été la force de la nation, qui avez produit les richesses nécessaires, nous sommes à vos côtés. Si vous entendez ce message, cherchez à nous rencontrer. Nous discuterons avec vous et nous vous apporterons les nouvelles stratégies pour combattre cette magie qui existe. Mais vous qui êtes en haut, si vous entendez notre message, sachez que nous venons à la rescousse de nos frères et dépêchez-vous de nous dévancer pour ensemble avec eux trouver les nouvelles stratégies. Sinon, vous serez pris dans l'embroglio de la chose. Et je vous le promets. Je vous le dis honnêtement. J'ai dit qu'on ne mâchera plus les mots. Oui, on ne parlera plus à gauche. Je vous le dis honnêtement. Vous en souffrirez. Ce n'est pas à votre avantage. Je vous remercie.